Bienvenue dans Nos liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres. Je m'appelle Pauline de Mortin et ici, j'échange avec mes invités sur leur histoire, leurs relations et leur création pour répondre à cette question. À chaque étape de la vie, comment améliorer nos interactions sociales ? Tout d'abord, merci Laure d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Du coup, Laure, tu as été auxiliaire puéricultrice pendant 21 ans. Tu as notamment travaillé en crèche, puis en maternité. Oui. Et pour démarrer cet épisode, je t'invite à revenir sur ton expérience en maternité où tu travaillais de nuit aux urgences obstétricales et en salle d'accouchement. Tout à fait. C'était quoi ton rôle dans ce service auprès des bébés et auprès des parents? Aux urgences, c'était principalement de l'accueil que je faisais, des Ouais. mamans, de prioriser les urgences pour qu'elles puissent être vues soit par une sage-femme, soit par un interne, parce que c'était aussi gynécologie qu'on faisait, de voir si on pouvait se permettre d'attendre un peu ou pas, de rassurer aussi un petit peu, de faire, parce que souvent, voilà, les gens arrivaient très stressés, de faire redescendre un petit peu la pression. Et après, en salle d'accouchement, en fait, je travaillais en binôme avec une sage-femme. L'idée, c'est qu'on accompagnait les familles dès le début, pendant la pause péridurale, pendant tout l'accouchement. Moi, j'étais à côté de la maman tout en servant la sage-femme qui est habillée en stérile. Je la servais également au niveau du matériel et tout ça pour l'accouchement. Et de rassurer les parents aussi pendant toute la durée, puis de les aider à accueillir ce bébé, faire les premiers soins avec ce bébé. Quand il arrivait, ça pouvait être voilà, une petite toilette, donner la première vitamine, c'était les premières mises au sein aussi, quand il y avait des mises au sein, ou alors le premier biberon, m'assurer que tout se passe bien, surveiller au niveau de la température, que son état reste correct pendant les 2 heures de surveillance, voir comment il s'acclimatait à la vie extra-utérine, Hmm. voilà, comment il se faisait à cette nouvelle vie, comment il arrivait à bien respirer, tout ça, voilà, surveiller son rythme cardiaque, surveiller sa respiration. Hmm. Du coup, c'était beaucoup de soins auprès du Oui. bébé. Est-ce que tu avais le temps un peu d'être en relation avec les parents? Pas énormément, pas énormément parce qu'en fait, c'était une maternité de niveau 3, Hmm. donc une très grosse maternité où on gère tous les cas de grossesse très compliqués de Nouvelle-Aquitaine. Hmm. On se retrouvait avec énormément d'accouchements, on pouvait aller jusqu'à 15 ou 16 accouchements sur une garde de 12 heures. Et on était peu nombreuses la nuit, on était beaucoup moins nombreuses qu'en journée, avec des accouchements plus nombreux souvent la nuit qu'en journée. Ah oui. Donc, ce qui fait qu'on passait peu de temps, malheureusement, avec les familles, surtout au niveau quand il y avait vraiment besoin de les rassurer, quand il y avait vraiment besoin sur les péridurales, parfois des mamans qui étaient toutes seules, ou sur les accouchements sans péridurale, où la maman a vraiment besoin d'être accompagnée sur la respiration, de ne pas paniquer, de pouvoir gérer tout ça. Et ça, on pouvait parfois manquer de temps pour la préparer un tout petit peu avant et lui expliquer comment ça allait se passer, hein. Quand il y avait des grosses urgences aussi, parfois pas trop le temps de dialoguer avec les familles, quand il avait fallu partir au bloc en urgence pour une césarienne. Du coup, parfois, on n'avait pas forcément le temps parce qu'on devait parfois se réinstaller sur un autre accouchement, ça s'enchaînait. Et c'est vrai que, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai fini par partir aussi, voilà, Hmm. de ne pas avoir cette sens. On faisait au mieux, mais on ne faisait pas le mieux qu'on pouvait faire. Voilà, Hmm. ce qu'on aurait dû faire réellement par rapport au diplôme qu'on avait passé. Donc, Hmm. c'était un petit peu cette frustration à chaque fois d'avoir juste paré au plus urgent, d'avoir essayé de faire tout ce qui était possible de faire, mais de ne pas avoir d'avoir pas avoir pris le temps, surtout sur cette période-là qui est très importante. C'est vraiment, enfin, c'est quand même l'arrivée d'un bébé. C'est Hmm. quand même quelque chose qui se produira qu'une fois parce que chaque fois c'est unique et que les parents puissent prendre le temps de le vivre sereinement. Finalement, bon, même si on essayait de parer, d'essayer de les accompagner le mieux possible, je pense qu'au quand même ils auraient eu besoin qu'on les accompagne encore plus longtemps. Je sais que maintenant ça a été mis en place. De mes anciennes collègues, les retours que j'ai eus, il y a plus de personnel et elles peuvent suivre vraiment les familles, prendre beaucoup plus de temps, comme elles sont plus nombreuses, prendre plus de temps avec les familles. Sur Bordeaux, on a énormément la population augmente énormément, on a beaucoup de Parisiens, tout ça qui descendent, qui viennent s'installer ici maintenant, avec les lignes de train qui relient Bordeaux-Paris très rapidement. Hmm. Donc, du coup, nous, on a une population qui est exponentielle, mais on n'a pas des locaux qui sont aussi, qui ont suivi.
et Mmh. beaucoup de jeunes couples qui viennent s'installer, donc qui font des enfants, beaucoup de jeunes familles qui ont déjà un enfant, mais qui du coup en font un deuxième. C'est pour ça, nous, ça n'avait pas du tout suivi. Et je sais que là, pour le coup, ça faisait un moment qu'on faisait cette demande d'avoir plus de personnel. Ça a été a priori fait depuis les 2 ans où je suis partie, et visiblement, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Mmh. Il y a eu moins de bébés, si j'ai bien compris, pendant la pandémie, mais il y a un baby boom là depuis un mois parce que Oui, des parents ont fait des enfants après la sortie du premier confinement. oui. Alors nous, sur Bordeaux, on en a eu énormément quand même. Ah On ouais? a eu tous les bébés confinement, on appelle. D'accord. Voilà, moi depuis l'an dernier, moi c'est depuis le premier confinement, ça n'arrête pas, c'est encore plus ça, mon activité a encore doublé. Énormément de jumeaux, non, il y a eu beaucoup beaucoup de bébés, puis beaucoup de jumeaux aussi, parce qu'a priori, bon, les mamans étaient beaucoup plus reposées, beaucoup plus détendues, donc elles tombaient plus facilement enceintes. L'alimentation était un petit peu différente pendant ce confinement, tout ça, donc voilà, ça a favorisé l'arrivée de beaucoup de jumeaux aussi. Mais D'accord, il bon, y a nous, un on a... lien entre avoir des jumeaux et être relaxé. J'ai Oui, oui? aussi, tout, enfin, pour tomber enceinte, tout court. Déjà, pour tomber enceinte, d'être détendu, Mmh. ça favorise. Quand on a une vie, il y a beaucoup de parents qui sont traités dans des parcours PMA, mais qui finalement n'ont pas de problème de stérilité. C'est juste lié à notre mode de vie qui est très stressant et qui, du Mmh. coup, retarde un peu cette fécondité et voilà, c'est un peu barrage. Et très D'accord. souvent, justement, c'est ben là, il y a pour beaucoup de familles, des choses qui se sont débloquées pendant ce confinement. Des gens qui Mmh. essayaient d'avoir des enfants depuis des années, qui ont réussi à avoir des bébés. Ah ouais, c'est fou ça. Ah oui. Ouais, Ah ouais, comme quoi, le psychisme, puis notre ça joue vie dans cette énormément. société. Ouais. Ouais. Et tu travaillais de nuit aussi, c'est particulier ça quand même, Est-ce que ça a apporté une autre dimension à ton travail de travailler de nuit? Oui. Moi, alors la nuit, c'est vrai, au départ, j'avais demandé à travailler de nuit, c'était purement pour mon organisation familiale, Mmh. comme je suis maman de 4 enfants. Donc, ça me permettait de pouvoir être là tout le temps avec eux après. Euh, mais aussi, l'ambiance de la nuit, c'est souvent beaucoup plus calme. On est moins parasité. Il y a beaucoup moins de personnel, beaucoup moins de médecins, beaucoup moins d'intervenants, voilà, qui Mmh. peuvent rentrer dans les chambres. Les mamans sont beaucoup plus fragiles le soir, souvent. Un petit peu, c'est là où souvent les angoisses apparaissent. Donc, on fait énormément de soutien le soir. Mais le soir, c'est vraiment là où ça arrive. Il y a les pleurs des bébés qui arrivent souvent le soir aussi. Et les parents, c'est souvent là où ils sont quand même plus fragiles et qui ont besoin d'être beaucoup plus accompagnés. Et ça, j'aimais bien. J'aimais bien après cette solidarité qu'on avait entre nous dans les équipes, justement, du fait qu'on soit beaucoup moins nombreux et on pouvait quand même, du coup, faire notre travail, prendre le temps de faire notre travail autrement, parce qu'il n'y avait pas toute la logistique à côté qu'il y a en journée Mmh. au niveau du matériel à gérer, de beaucoup de choses à gérer, que font tous les personnels en journée. Et du coup, ça fait énormément de monde qui se croise dans les couloirs. Et là, c'est Mmh. très calme la nuit. C'est très calme. Du coup, les parents se confient beaucoup plus. On Mmh. discute beaucoup plus avec les parents. Ça permet, c'est notre relation, c'est notre ambiance. Mmh. Et moi, j'aime bien. Parce que du coup, les gens sont quand même beaucoup plus posés la nuit. Mmh. C'est super intéressant, ouais. Du coup, vous aviez moins de surstimulation Oui, et ça a créé de la solidarité entre vous oui, dans oui, l'équipe, tout le monde ouais. était un peu plus resserré comme, Bien c'est était ouais, très c'est fou. resserré, ouais. La Mmh. nuit, on s'entraidait énormément. On était vraiment, voilà, on se soutenait tous, on s'aidait tous. Enfin, voilà, du fait qu'on soit beaucoup moins nombreux, ça a créé ça. Puis on se connaissait tous parce que la plupart du temps, on était quand même des équipes fixes de nuit. Mmh. Donc, on avait l'habitude de travailler, donc on n'avait même pas besoin de se parler. Ça s'enchaînait très bien, quoi. Dans la gestuelle, on savait. Mmh. Dès qu'il y avait une urgence, quelque chose, un problème, une réanimation à faire ou quoi que ce soit, enfin, hop, on pouvait répondre de suite. Et sur des services d'urgence comme ça, on est Mmh. obligé de bien se connaître et faut pas perdre de temps parce que chaque seconde est vraiment importante, hein. Mmh. Je peux te raconter un souvenir, parce que moi j'ai eu une expérience de nuit, une fois dans ma vie et c'était pas du tout dans un hôpital, c'était, dans une pouponnière où j'ai travaillé au Sénégal et du coup on avait le droit d'accompagner les tatas qui s'occupent des bébés à aller, les aider à nourrir les bébés la nuit et donc on arrivait avec notre petite couverture, un jour j'y suis allée et puis, c'était
trop bien. J'ai adoré ce moment-là, cette ambiance, Mmh. comme tu dis, il y a pas de stimulation, il y a pas de bruit, Non. il fait nuit, je sais qu'avec les tatas, c'était un moment où on pouvait discuter, et puis on s'occupe des enfants et puis il y a un peu cette lutte aussi avec le sommeil où tu es un peu dans le coton, mais en même temps, tu es super contente Mmh. bah, prendre soin du bébé. Enfin, je me souviens de ça, c'était vraiment, un chouette souvenir, ouais. Moi, j'aimais beaucoup, après c'est vrai que j'ai tourné un peu dans tous les services. Je suis restée essentiellement en salle d'accouchement et urgence, mais j'ai sur les 8 années de nuit que j'ai faites, j'ai quand même tourné, sur les suites de couches, sur les grossesses pathologiques aussi. Donc des mamans qui à tout moment, pouvaient perdre leur bébé ou pouvaient elles-mêmes mettaient leur vie en danger, également. Donc Mmh. c'était vraiment le soir où on pouvait, vraiment prendre le temps de discuter, de voilà, avec elles, souvent aller s'asseoir au bord du lit, tenir la main, leur tenir la main un petit peu le temps qu'elles, voilà, qu'elle craque un petit peu, qu'elle s'autorise à craquer après avoir eu de la visite de la famille toute la journée et d'avoir un petit peu fait semblant de bien aller. Mmh. Souvent avec nous le soir, elle s'autorisait d'autres choses et il y a d'autres choses qui sortaient aussi. Des papas qui venaient nous voir dans le bureau parfois pour discuter, qui avaient besoin de discuter un petit peu aussi. Enfin, voilà. Donc, Mmh. les gens avaient un autre comportement la nuit que la journée, là, ils pouvaient Mmh. s'autoriser d'autres choses. Donc, cette ambiance-là fait que j'aimais beaucoup le travail de nuit et que je continue à aimer le travail de nuit. Qu'est-ce qui t'a fait, quitter ce travail du coup? Ben, justement, cette frustration, enfin, quand je me suis dit, il me restait 20 ans à faire encore, j'ai fait que la moitié Mmh. de mon parcours finalement professionnel, Mmh. je ne me voyais pas cette cadence-là continuer comme ça, travailler comme ça. Enfin, en fait, ce n'était pas la vision que j'avais de mon métier. Et puis les parents aussi m'ont fait réfléchir aussi un petit peu à ça, en me disant souvent après, quand je les avais accompagnés au début, mais comment on va faire sans toi quand on va rentrer à la maison? On n'a Mmh. personne, on n'a pas de parents sur place, on n'a pas de famille. Comment on va faire si on est trop fatigué, si on n'y arrive pas, s'ils pleurent tout le temps? Voilà, donc j'essayais de leur rassurer en leur disant: «Mais ça va aller, vous allez trouver, de toute façon, vous allez comprendre votre bébé», tout ça. Et puis finalement, je me suis renseignée, puis j'ai découvert que sur Paris, notamment, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il existait des nurses de nuit, hein, donc des auxiliaires de puériculture comme moi qui faisaient ça finalement chez les familles, suivaient les parents en postpartum, comme ça, là, une fois sortis de la maternité, les accompagner sur les 3 ou 4 premiers mois, ou sur quelques semaines en fonction des demandes des parents, mais pour les aider justement à être moins fatigués et à pouvoir investir ce bébé finalement sans stress, hein. Pouvoir prendre le Mmh. temps d'investir ce bébé tranquillement, de le découvrir, prendre le temps de le découvrir sans toute la fatigue autour, sans jugement éventuellement qu'on peut recevoir de la famille par rapport au conflit de génération finalement. Mmh. On n'a pas les mêmes points de vue, où les choses ne se font pas pareil, sans la pression de la société aussi, qui exige aux parents quand même d'être, maintenant on leur demande d'être au top, des parents Mmh. au top et des professionnels au top, d'être sur tous les tableaux à la fois, d'être très performants sur tous les tableaux à la fois. Et du coup, ils se mettent énormément de pression et prennent beaucoup moins le temps de découvrir, d'observer, de regarder leur bébé, et ce qui est primordial au début sur les premières semaines, hein. Et Mmh. quand on leur permet de se reposer, que nous, on peut observer des petites choses la nuit sur leur bébé un petit peu, on peut les guider doucement, mais on leur laisse leur place d'être parents et puis eux-mêmes de trouver leurs propres solutions aussi avec leur bébé. Quand leur bébé pleure, voilà, on les guide un tout petit peu. Là, on leur dit, je pense que ça peut peut-être être ça, comme ça, mais voilà. Puis finalement, souvent, eux auront la solution, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur bébé. Donc, Mmh. tout ça a fait que, voilà, j'ai plus envie moi, de rester à l'hôpital. J'ai envie de me lancer là-dedans et de vraiment prendre le temps avec les familles et d'être uniquement axée sur, voilà, sur ce que je sais faire, voilà, et de leur proposer mon expérience de mes 21 ans de diplôme, de toutes les formations que j'ai pu recevoir et de mon expérience de maman aussi, hein, parce que voilà, j'ai tout testé finalement avec mes 4 enfants. C'est 4 enfants différents. Voilà, je me suis plantée, j'ai fait autrement avec un autre. Voilà. Et du coup, leur dire, ben, nous aussi, même si on est professionnels, on fait nos erreurs aussi. Voilà. Et on continue encore, même avec des adolescents, à faire nos propres erreurs aussi avec eux. Et puis, Mmh. mais c'est du Mmh. rôle de parents et du coup, de les déculpabiliser par rapport Mmh. à tout ça aussi, qui feront des erreurs, que c'est normal. Mmh. La perfection n'existe pas. Non, surtout Et avec un bébé. en quittant ton travail, tu es devenue auto-entrepreneur.
Et donc tu as proposé, parmi tes services donc d'aller faire des nuits. Moi je connaissais pas du tout, hein, là tu m'apprends quelque chose et c'est en fait ça se passe comment? Tu vas chez les parents et ils dorment où? Enfin toi tu dors où? Enfin ça se passe comment? J'ai du mal à imaginer. Bah, ça dépend après des configurations des maisons ou des appartements. L'idée, c'est que moi, je prenne en charge complètement le bébé. Alors, sauf s'il y Mmh. a allaitement, à ce moment-là, j'emmène le bébé à la maman dans sa chambre à elle pour qu'elle le mette au sein et ensuite je le récupère, je le rendors, voilà. Ou alors elle a tiré son lait, je peux donner de son lait à elle au biberon et elle s'accorde une nuit entière de repos pour dormir. Donc les Mmh. parents dorment, restent dans leur chambre, eux ils dorment complètement. Et moi, je me mets soit dans une autre chambre avec le bébé, soit ça peut être dans le salon. L'idée, c'est que je sois le plus éloignée de leur pièce quand même pour qu'ils puissent vraiment se reposer sereinement. Que si j'ai un bébé qui a mal au ventre, qui pleure un peu dans la nuit ou voilà, qui râle un petit peu quand je lui change la couche, de façon à ce que les parents ne l'entendent pas trop, parce que même si je sais que la maman attend de loin et après, voilà, ils peuvent venir Mmh. me voir la nuit s'il y a vraiment besoin, parce qu'il y a des mamans, parfois, c'est un petit peu difficile cette étape-là de laisser son bébé. Mmh mh. Donc, mais souvent, quand ils font appel à moi, c'est que vraiment, ils ont un épuisement Mmh. énorme et qui sont au bout et vraiment, je ne les vois pas de la nuit, les parents, ils dorment, ils Mmh. récupèrent. Donc après, ça dépend voilà, des besoins. Sur des familles de jumeaux, très souvent, ils mettent ça en place dès la sortie de maternité. C'est parce qu'ils savent très bien. Et puis, comme je travaille avec l'association Jumeaux et Plus, ils les ont souvent conseillé de prendre quelqu'un au début, donc sur les 2, 3 premiers mois. Donc, s'ils n'ont pas de famille sur place, moi, j'y vais. Ça dépend entre 1, 2 ou 3 nuits par semaine sur la D'accord. première semaine ou sur les 2, 3 premiers mois pour qu'ils puissent récupérer les parents. Voilà. Soit quand c'est des mamans toutes seules, parfois on peut faire en soutien, on travaille toutes les deux ensemble, mais très souvent je prends en charge entièrement la nuit. Mmh. Et là, j'ai fait il n'y a pas longtemps sur des triplés aussi là, qui sortaient de néonatologie là. Voilà, permis à la maman de souffler une nuit par semaine parce que c'était quand même si elle avait ses parents avec elle, ça leur demandait énormément, c'est des tétés toutes les 3 heures, 3, 4 heures, là, jour et nuit. Donc, c'est. Voilà. Et toi tu t'en es sortie avec des Ouais, triplés la nuit? Parce que oui, du coup, ça a maintenant, été j'avoue que les familles de multiples, maintenant, c'est bon, je suis au point. C'est devenu ma ça spécialité, sans le ouais. vouloir. C'était ma hantise au début quand je me suis lancée. Je me suis dit, j'espère que j'aurai pas de famille de jumeaux, tout ça. Ah Et je me oui, retrouve à faire quasiment que ça. ouais, Donc, ouais. voilà. Donc, Mmh. maintenant, j'ai un gros réseau dans les familles de jumeaux. Voilà, ils font appel à moi. Puis entre eux, ils se passent le nom. Que tu fasses appel à Laure après l'accouchement, là, pour que tu puisses ne pas être trop fatiguée. Parce qu'effectivement, au début, les parents sont plutôt en forme sur le premier mois, dans le deuxième mois. Mais c'est le cumul de fatigue qui fait qu'à un moment donné, surtout chez les jumeaux, c'est plutôt long avant de se mettre en route. C'est que ça ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est pas un seul bébé qui mange et puis qu'après qui dort. C'est parfois, ben, il y en a un, et après il le couche, après il y a l'autre. Après, du coup, ça revient très vite le prochain d'après. Donc, parfois, ils ont 1 heure, grand max 2 heures de répit entre les bébés, entre les tétés. Mmh. Donc, c'est quelque chose sur la longueur où ils finissent par craquer et plus tenir. Donc, Mmh. plutôt que d'arriver sur une situation où la maman va tomber en dépression parce qu'elle aura accumulé trop de fatigue, elle aura voulu tout gérer, Mmh. vaut mieux anticiper et voilà, cette fatigue ne s'installe pas et qu'il y ait un bon relationnel aussi, un bon attachement qui se crée en journée parce que l'attachement se crée la journée Mmh. avec le bébé. Donc, la nuit, c'est pas très grave si c'est une autre personne qui s'occupe de lui. La journée, ce qui est très important, c'est que voilà, ce soit la maman qui s'en occupe et qui gère un maximum la journée. Donc, il vaut mieux qu'elle soit en forme pour bien gérer sur la journée. Et puis, nous, on prend le relais la nuit. Parce que souvent, le papa, ben, même si maintenant, ils ont allongé le congé de paternité, qui est très bien, malgré tout, les papas repartent quand même beaucoup trop tôt au travail pour tenir les mamans, quoi. Et Mmh. même eux, pour eux, c'est compliqué. Donc, même eux, les papas, souvent, eux, font appel à moi, parce que ils se disent souvent, finalement, devoir aider ma femme, parce qu'ils veulent quand même continuer à aider leur femme la nuit. Et sauf qu'après, le lendemain, ils ont leur journée de travail en plus à faire. Donc, finalement, ils se retrouvent avec 2 parents qui sont épuisés. Il n'y Mmh. en a plus un seul qui peut aider l'autre, finalement. Mmh, mmh, mmh. C'est vrai qu'un village à 2, c'est compliqué. Oui, Le village pour élever les enfants à 2, c'est vrai que ça c'est doit ça. pas être facile, ouais. Mmh. Tu fais aussi des ateliers pour, permettre aux parents de reconnaître
les pleurs de leur bébé. Oui, Ça s'appelle le Dunstan Baby Language. oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? J'ai découvert ça, j'avais beaucoup de familles qui me disaient tout le temps: «Je comprends pas pourquoi ils pleurent, je comprends pas» et puis, souvent, je cherchais pour un peu leur expliquer, à part ce que moi j'avais reçu en formation à l'hôpital et de par ma formation d'auxiliaire, bébé se tortille, c'est bébé met le poing dans la bouche, c'est la faim, bébé se tortille, il a mal au ventre, bon, Mmh. toutes ces petites choses-là, voilà. Mais à côté de ça, ça n'allait pas plus loin et du coup, je ne pouvais pas leur donner plus d'explications aux parents et c'est, une question qui revenait très souvent. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombée, là-dessus. J'ai découvert ça, je ne Mmh. connaissais pas. Parce que c'est vrai Mmh. qu'en France, c'est très peu répandu, alors que ça existe depuis plus de 20 ans quand même. Mmh. Je me suis inscrite à la formation que j'ai faite en octobre et pour devenir instructrice et c'est de par cette formation, en fait, ça me permet de pouvoir, initier les parents ou à la naissance, en fait, comme il y a déjà 3 pleurs qu'on reconnaît, de suite à la naissance, sur le sommeil, sur la faim et sur l'euro. Voilà et Mmh. après, au bout de quelques semaines plus tard, il y a, arrivent les coliques et l'inconfort. Il y a 5 sons qui ont été reconnus scientifiquement et du coup, quand j'ai fait cette formation, j'ai fait: «Ah mais oui, c'est vrai qu'on entend ça, c'est vrai qu'en fait, ils communiquent avec nous et qu'ils disent des choses», alors que pour moi, c'était un pleur, ça voulait voilà, c'était un pleur Mmh. et du coup, ça permet, de rassurer énormément les parents de pouvoir comprendre leur bébé. Ça les valorise énormément dans leurs compétences parentales. Ils ne se sentent pas complètement démunis à dire je suis nul, je ne comprends pas, toi tu sais ce qu'il a, mon bébé. Du coup, ça les met à leur place de parents. Ça investit aussi parce que moi, ce que j'aime bien, c'est faire former le papa. Je veux que le papa soit présent à la formation. Mmh. Comme ça, comme la maman est beaucoup plus dans le côté émotionnel, nous, c'est vrai qu'on vit les choses un peu avec nos tripes. Finalement, quand bébé pleure, ça répercute, ça résonne en nous et on intervient de suite. Le papa, lui, ça va pas forcément résonner en lui, mais du coup, de pouvoir comprendre son bébé, c'est un premier attachement qui se crée aussi parce qu'ils se sont investis. Il arrive et il peut communiquer avec son bébé finalement et aussi savoir pourquoi son bébé pleure et pouvoir apporter une réponse plutôt que ce soit toujours la maman qui apporte une réponse finalement. Mmh. Et, je trouve, et c'était voilà, c'était vraiment une demande, c'était suite à une demande de parents qui très souvent, ça revenait constamment, les pleurs. C'était les pleurs sur les 2, 3 premiers mois. Après, en général, les parents finissent par comprendre un petit peu les pleurs de leur bébé, ont trouvé leur solution par eux-mêmes, arrivent à répondre. Mais là, du coup, de pouvoir les former très tôt, c'est déjà bébé, ils peuvent même être formés avant que bébé arrive. Donc, Mmh. ils peuvent déjà se sentir parents et déjà avoir investi ce bébé, se dire c'est bon, ils sont déjà au top là-dessus, ils seront déjà dans l'écoute et du coup, ils seront déjà dans l'observation et on sera déjà dans les premiers liens d'attachement qui vont se créer du coup avec leur bébé. Parce Mmh. que voilà, parce qu'ils prendront le temps d'observer leur bébé justement et de Mmh. pas juste s'en occuper comme ça. Et les pleurs de bébé, c'est un réflexe en fait archaïque. Mmh. Il répond à, en fait, une information que son corps envoie. Par exemple, quand il a faim, le bébé, souvent, il va se mettre à hypersaliver, il va recevoir cette information qui va arriver au cerveau. Le cerveau va le mettre à saliver beaucoup plus en hypersalivation. La déglutition, succion-déglutition va se mettre en place, justement, comme il est en position allongée pour avaler cet excès de salive. Et ça, ce sont des signes déjà, les premiers signes en fait de la faim qui arrive. Mais ça, c'est purement un réflexe en fait, hein, une réponse de son corps par rapport à son estomac, le message qu'il a reçu. Et après va venir le point qui va commencer à manger, il va chercher, voilà. Et après arrive le pleur, le son, en même temps qu'il va déglutir, en fait, la langue en remontant vers le palais va provoquer un son et ce son, souvent, voilà, le nez qu'on entend souvent quand il a faim. C'est voilà, et c'est uniquement des réflexes. Donc c'est pour ça, il faut que les parents observent parce que il n'y a pas que le son, c'est le son accompagné du mouvement corporel. Mmh. Voilà. Donc observer avec les yeux et écouter avec Les les oreilles. oreilles, voilà, ouais. C'est l'ensemble qui fait on a la réponse en fait, on sait ce que bébé veut nous dire, hein. Mmh. Ouais, moi je trouve ça vraiment, passionnant, le fait que effectivement le bébé, va communiquer quelque chose. Donc là, c'est réflexe au tout départ Ouais. et
et les parents peuvent répondre de Oui, manière juste à ce besoin et c'est vrai que c'est là que ça renforce, l'attachement parce que oui, l'enfant se sent compris oui, et les sécurisé. parents se Mmh, sentent, parents dans leur rôle de parents, de oui. réussir à comprendre leur bébé et ouais, c'est vraiment génial. J'ai rencontré une pédiatre qui a l'air très ouverte là-dessus, qui souhaiterait vraiment qu'on le mette en place plus, surtout sur les nouveaux parents. Donc, on verra. Est-ce qu'on va développer des ateliers entre tous les conseils, une fois sortis de maternité, qui reçoivent, mettre en place ça, les pleurs de bébé. C'est quelque chose en plus qui joue dans la prévention. Du coup, si les parents sont valorisés, ils sont attachés à leur bébé, il y a moins de risques de bébés secoués aussi. Mmh. Qui arrive souvent quand le papa, les parents, enfin, c'est très souvent le papa qui secoue le bébé, mais bon, les mamans aussi, hein, mais parce qu'ils se sentent démunis, Mmh. justement, face à ce bébé qui n'arrive pas à consoler, pas à calmer, et de pouvoir apporter la bonne réponse, savoir pourquoi bébé pleure, même si parfois on ne peut pas décoder tous les pleurs et on ne peut pas forcément calmer forcément son bébé à chaque fois. Donc on essaye Mmh. de leur expliquer, voilà, c'est parfois c'est changer de position, c'est trouver autre chose. Donc on les aide à finalement eux-mêmes trouver des solutions pour apaiser leur bébé. Et voilà, c'est vraiment, c'est leur laisser leur place de parents et c'est vraiment constamment les valoriser et valoriser le couple aussi parce qu'ils travaillent à deux du coup et ils restent soudés avec ce bébé qui arrive où très souvent c'est on a le binôme maman-bébé d'un côté et papa qui est un peu à part et sur tous ses premiers mois et qui reste souvent plutôt effacé quand même. Et là, papa va se retrouver autant investi que maman, quoi, du coup, parce qu'il peut lui-même apporter la réponse à son bébé. Et très souvent, les papas arrivent, comme ils sont moins dans l'émotionnel, comme ça, arrivent plus souvent à apaiser bébé que la Mmh. maman. Mmh. Et j'ai vu aussi que tu, pouvais reconnaître, le sens dominant des bébés. Oui, à quoi ça sert de savoir le sens dominant d'un enfant? En quoi ça peut aider, les parents? Alors, ça peut les aider, surtout alors au niveau des décorations de chambre, au niveau du développement de leur enfant. Souvent, quand les parents se retrouvent avec un enfant qui va être plutôt, moteur, donc celui un bébé après qui va être beaucoup dans le sens du toucher, par exemple, et de comprendre que leur enfant, il communique avec le monde extérieur par le toucher. C'est pas qu'il veut faire une bêtise et tout ça, comme partout dans les magasins où on va lui interdire de toucher. Sauf que lui, c'est ça, il peut pas être dans le visuel, il a besoin de toucher pour découvrir les choses. Et du Mmh. coup, ça va être aux parents, on peut leur proposer, par exemple, sur un enfant qui est beaucoup dans le toucher, des objets de différentes matières et tout ça, au fur et à mesure de son développement, quand ils sont bébés, au niveau des jeux, quels jeux pouvoir proposer, dans l'alimentation sur un enfant qui va être très visuel, lui, ça va être plus le visuel, son sens dominant, qui va beaucoup plus primer, ça va être l'aspect de l'assiette, la présentation dans l'assiette, par exemple, quand ils vont être sur la Mmh. diversification. Alors qu'un enfant qui est dans le toucher, il va lui falloir des choses faciles à attraper avec ses doigts, il ne passera pas par la cuillère, il aura besoin de découvrir avec ses doigts la nourriture, donc des choses faciles à attraper, tout ça. Ça va être un enfant, ceux qui sont beaucoup dans le toucher, c'est des enfants qui ont beaucoup de mal à rester à table. Il faut que les parents arrivent à accepter que ce sont des enfants qui ont du mal à rester assis. Ce n'est pas qu'ils veulent mal faire, c'est que c'est leur sens, c'est comme ça, comme eux, parents. Et quand on fait sur le sens dominant, on fait aussi sur celui des parents pour comprendre pourquoi des choses chez notre enfant peuvent nous agacer mais Mmh. qui peuvent chez l'enfant aussi, lui, l'agacer, ce qu'on a à nous, hein, parce que un enfant qui est beaucoup dans le toucher est un enfant qui a besoin de bazar un petit peu. Donc, pouvoir lui autoriser, par exemple, dans une pièce de la maison où il a le droit de mettre le bazar. Mmh. Voilà, parce que ça fait partie, lui, de son bien-être au niveau du psychisme. Il se construit comme ça. Alors que quelqu'un qui est dans le visuel va avoir besoin d'une maison très ordonnée, par exemple. Donc, Mmh. une maman ou un papa qui est beaucoup dans le visuel, voilà. Et après, il y a ceux qui sont dans l'odorat, l'ouïe. C'est encore autre chose. C'est des perceptions différentes. Enfin, voilà. Un enfant visuel, il ne faut surtout pas mettre de stimuli visuels dans la chambre. Pas de mobile au-dessus du lit, pas de couleurs Mmh. vives qui vont le Mmh. stimuler et le perturber au niveau du sommeil, justement. C'est plein de petites choses et petits conseils qui peuvent être en plus, apporter un plus aux parents, Mmh. de mieux Mmh. connaître leur enfant encore aussi. Oui, oui, oui et c'est des sens, finalement qui nous aident à interagir avec les autres donc Voilà, oui. c'est vrai que dans la C'est leur relation, c'est façon de se important. développer. Pourquoi Mmh. parfois même dans le couple, il peut y avoir des différends parce que justement, il y a des choses qui vont énerver chez l'autre et tout, mais parce qu'on fonctionne différemment par rapport à notre sens qui est le plus développé. Et comment votre bébé aussi va se développer, va interagir avec le monde. Et quand j'ai lu le livre de Priscilla Dunstan, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement ça. Tu vois, sur le toucher, ma fille, ma dernière, qui est Mmh. sur le toucher, elle.
et on ne comprenait pas pourquoi dans la rue, elle pouvait se précipiter depuis toute petite sur des gens et aller leur faire des câlins. Mais même des inconnus, n'importe qui, tout le temps. Elle avait ce besoin permanent de faire ça. Pourquoi on n'arrivait pas à la tenir à table? Pourquoi dans les magasins, il fallait qu'elle aille partout, qu'elle touche à tout et tout. Et en fait, on sait que c'est sa façon d'interagir avec le monde et qu'elle, elle se sent bien comme ça quand on la laisse faire ça. Donc voilà. Et elle continue. Maintenant, à 6 ans, elle continue d'aller voir parfois des inconnus et leur faire un câlin comme ça dans la rue. On ne sait pas pourquoi. Cette personne-là, elle va avoir le besoin d'aller lui faire ça. Mais elle interagit comme ça avec les gens et avec son monde extérieur. Ouais, super intéressant. Le livre est très, très intéressant là. Priscilla Dunstan là-dessus. Priscilla a écrit 2 livres, donc celui sur les pleurs Oui. des bébés et puis celui sur le sens dominant. À lire absolument, effectivement. Et tu as appelé ton entreprise Tendre Histoire. Oui. Pourquoi Tendre Histoire? Et parce que quand un bébé arrive, on démarre avec une page blanche. Et c'est toute une nouvelle vie de famille. Il y avait la vie de couple avant, mais qui va s'écrire. Et du coup, l'idée d'écrire avec les parents une histoire là. Allez, on commence à écrire quelque chose et avec ce bébé, la vie de ce bébé commence et de faire en sorte que ce soit une belle histoire. Moi, je voyais ça comme ça. De leur permettre d'écrire de jolies choses, d'avoir de jolis souvenirs sur ses débuts, pas contrairement à ce qu'on a souvent comme retour des familles. J'étais crevée, c'était pénible. On a l'impression que les premiers mois, c'était beaucoup de négatifs finalement, même si c'était beaucoup de bonheur, de rendre finalement plus important tout le côté positif que le côté négatif. Et d'avoir que des bons souvenirs de cette période-là. C'est des livres, des chapitres que chaque fois les parents écrivent avec leur bébé. Et toi, du coup, tu as eu 4 enfants, une petite qui a 6 ans, Oui, après un garçon de 14 ans. Une fille de 17 ans et un garçon de 20 ans. Ça marche. Et vous avez dû certainement écrire votre propre histoire aussi. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression d'aller à contre-courant quand ils étaient bébés par rapport au choix de la société, Oui. aux injonctions? Moi, c'est souvent ce que je dis aux familles. Je suis docteur de périculture. Je dois prôner beaucoup de choses qu'on nous a enseignées sur la sécurité, sur plein de trucs et tout ça. Je leur dis, moi, avec mes enfants, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, nous sommes des adeptes du cododo. On a eu envie. Donc, on est allé à l'encontre de tout ce que nos parents pouvaient nous dire aussi. Mettez-les en chambre, laissez-les pleurer, tout ça. Nous, on n'avait pas envie de tout ça. Ça ne nous correspondait pas. J'ai pratiqué beaucoup de portage en écharpe. Je les ai gardés jusqu'à plus de 2 ans dans l'écharpe de portage où ils pouvaient faire des siestes sur mon dos s'ils voulaient. Voilà, on s'est toujours autorisé de faire ce qu'on avait envie de faire avec nos enfants finalement. Et je pense que c'est le mieux pour tout parent d'avoir cette chance de pouvoir s'écouter et de faire ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça que moi, de par cette expérience et puis de cette chance qu'on malgré tout, on s'est quand même battu un petit peu contre nos familles, contre nos parents un petit peu, parce que finalement, c'était des conflits un petit peu de génération où non, mais faut arrêter maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans votre lit? Il y a encore 2 ans, il faut qu'ils aillent dans leur chambre, il faut qu'ils dorment, il faut que... Ils partiront tous à un moment donné, ils sont tous partis, avant 3 ans, ils sont tous allés dans leur lit, ils ont tous fait leur nuit. Je pense que nous, on était convaincus que plus on apportait de la sécurité à un enfant, plus ils avaient envie et la curiosité d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et qu'ils démarraient la vie, ils étaient bien dans leur basket après aussi. Avoir des enfants rassurés bien, et qui pouvaient se permettre d'aller explorer le monde parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient toujours nous retrouver et qu'on était là tout le temps pour eux, quoi qu'il arrive. Donc, je crois que c'était la meilleure chose. Et puis nous, on a été, voilà, je pense que parfois on est un peu égoïste aussi parce que bon, quand on fait un bébé, c'est aussi un peu pour soi au début, même si après on les laisse partir et grandir, voilà, devenir des adultes indépendants. Mais au début, j'avais pleinement envie de profiter de ces premiers mois parce que je savais que ça n'allait pas durer longtemps, quoi. Voilà. Moi, j'avais très mal vécu sur mon premier où c'était à 2 mois et demi. On devait reprendre le travail. Il n'y avait pas de congé parental qui existait à l'époque. Il y avait un temps de ça. Donc, dès l'âge de 2 mois, on faisait l'adaptation en crèche. Donc, c'était, voilà, on se retrouvait avec un tout petit bébé qu'on n'a même pas eu le temps d'investir encore, de vraiment connaître. On le voit 1 heure par jour, le temps qu'on rentre du travail et tout ça. Et j'avais dit à mon mari, j'ai dit non,
Moi, j'avais craqué finalement, j'étais tombée, pas vraiment en dépression, mais au bout d'une semaine où j'avais repris le travail, je pleurais le soir. Je dis, mais j'ai pas fait un bébé pour pas le voir, hein. C'est pas Hmm. possible. Hmm. Et du coup, quand j'ai eu ma deuxième, j'ai dit, j'arrête de travailler. Donc, Hmm. j'ai arrêté pendant 3 ans. Donc, Hmm. j'ai eu ma deuxième et mon troisième sur ces 3 années-là. Bon, après, finalement, je me suis pas épanouie non plus à la maison. Je me Ouais. suis pas Hmm. retrouvée à la maison. Il fallait que j'arrive à trouver l'équilibre entre pouvoir travailler et pouvoir profiter aussi de mes enfants. Hmm. Et du coup, il a fallu que je reparte au travail parce que je ne m'épanouissais pas dans cette relation unique quand même, voilà, avec mon bébé. Hmm. Mais voilà, mais j'avoue que je me suis fait beaucoup plaisir avec mes enfants sur ça. On ne s'est pas pris la tête, on est allé contre un petit peu voilà, ce qui pouvait se dire, ce qu'on pouvait nous dire. Et l'avantage que j'avais, voilà, c'était que mon mari me soutenait là-dedans aussi et que voilà, c'est ça qui marchait bien. Hmm. Le cododo, oui, oui, c'est possible, mais il faut que les deux parents soient d'accord. Hmm. Sinon, à un moment donné, le bébé va le sentir et ça va être finalement l'intrus dans le lit qui va rester squatter le lit après. Hmm. Donc voilà, Hmm. nous, c'était ça et c'est vrai que dans mon expérience avec mes 4 enfants, oui, c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour les parents parce que je leur dis bon, de s'autoriser de faire ce qu'ils veulent. Si vous ne voulez pas faire trop de dodo, faites pas trop de dodo. Il faut faire des choses qui nous correspondent finalement avec nos bébés en fonction du modèle éducatif qu'on a envie de donner et voilà. Et c'est ce qui marche le mieux finalement après. Ensuite, quel modèle éducatif vous avez voulu transmettre à vos enfants? Nous, c'était de toujours être dans la discussion. En plus de pouvoir petits nous retrouver quand ils avaient besoin de nous retrouver, de savoir qu'on était là pour eux tout le temps. Hmm. C'était aussi de pouvoir aussi se confier tout le temps sur n'importe quel sujet. Il n'y a pas de sujet tabou à la maison, on peut parler de tout. Ils savent qu'ils peuvent venir nous voir quoi qu'il arrive, ils peuvent nous envoyer, voilà, la journée parfois, ils peuvent nous envoyer des messages aussi. Et après, quand ils arrivaient à l'âge sur les drogues, sur tout ça, sur le côté sexuel aussi, après, dans l'adolescence, sur la prévention et tout, on leur a parlé de tout et ils savent qu'ils peuvent eux aussi en retour nous parler de tout. Les premières fois où ils sortent tout seuls aussi, sur les risques voilà, d'agression qu'il peut y avoir, sur quand même pour leur propre sécurité, d'apprendre à se mettre en sécurité aussi, quand même, de protéger leur corps. Et voilà. Nous, c'était qu'ils aient un maximum de liberté de penser finalement et d'être eux-mêmes, hein, de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir s'essayer à différentes activités artistiques, sportives, de pouvoir trouver le bon chemin, de leur laisser le choix dans leurs études. Voilà, même si on peut parfois, quand ils sont complètement perdus, leur suggérer des choses par rapport à justement à leur tempérament, à leur personnalité. Parce qu'ils sont, Hmm. leur dire, ben moi, je te vois faire des études, mais moi, je ne te vois pas du tout faire des études. Tu es plutôt quelqu'un de manuel, tu es plutôt, voilà. Parce qu'on a des Hmm. 4 enfants complètement différents. Donc, du Hmm. coup, avec des sensibilités différentes, voilà, des personnalités différentes et qui ne feront pas les mêmes choses. Hmm. Et voilà, c'était ne pas les former, surtout essayer de ne pas tomber dans le formatage et de projeter nos propres envies ou ce que nous, on n'a pas fait dessus, parce que souvent, c'est souvent ce que les parents ont tendance à faire. On projette un peu sur nos enfants, même si je pense qu'on a quand même projeté des petites choses. On a toujours essayé de lutter contre ça Oui, constamment c'est pour pas leur laisser facile. un maximum de liberté d'être eux-mêmes. Hmm. 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 Je pense que c'est pas facile de réussir à pas projeter des choses sur les enfants. Avant, quand j'étais psychomotricienne, parfois je me disais: «Mais mince, ça m'appartient». Enfin, ma manière de parler à cet Mm. enfant, c'est je projetais sur lui des choses qui m'appartenaient, en fait et du coup, à chaque fois, j'essayais de me recadrer un peu pour éviter C'est ça. très dur, hein. C'est très, Mmh. très dur, surtout pour notre génération à nous, les Mmh. quarantenaires, Ouais. qui avons reçu vraiment une éducation très stricte, où l'enfant était à sa place d'enfant, le parent à Mmh sa place de parent, et on n'était pas dans ce dialogue-là. On ne parlait mh. pas on parlait pas de tout ce qui était sur les relations sexuelles, on ne parlait pas. Voilà, il y Mmh. avait plein de choses. Et puis, les parents nous disaient, ben, tu vas faire ça, tu dois faire ça. On était guidés par nos parents tout le temps. Il y en avait Mmh. très peu de choix, finalement, on ne nous laissait pas le choix.
Mm. C'était eux qui avaient la décision finale. On était un peu dans la toute-puissance des parents, voilà, dans l'autoritarisme un petit peu. Finalement, à l'époque, c'était voilà, la place du père, très importante, Mm. la place de la mère. Là, on était encore dans ce schéma-là. Nous, on a connu ça. On était encore dans le schéma où c'était les fessées. Bon, même si moi, j'ai eu des parents quand même qui étaient plutôt un peu avant-gardistes là-dedans. Donc, j'ai très peu connu ça. Mais voilà, c'est dans la punition. Finalement, on était là-dedans, nous. Mm. Et ne pas Mm. reproduire ce Mm. schéma qui nous a construit sur Mm. nos enfants, c'est très dur. C'est une lutte Mm. permanente. Quand les enfants ont des périodes où ils peuvent nous tester, c'est une lutte permanente pour ne pas tomber dans la facilité là-dedans. Bon, de toute façon, c'est moi qui décide, tu n'as rien à dire. C'est très Mm. dur, même si parfois il faut quand même trancher un petit peu, mais c'est trouver l'équilibre par rapport à ce qu'on a reçu et à ce qui se fait aujourd'hui au niveau de Mm. l'éducation positive et tout ça. Nous, on est vraiment sur deux opposés, deux schémas opposés, hein. Et trouver le Mm. juste milieu est très compliqué pour nous. C'est ça qui a été le plus dur pour nous, Mm. Mm. finalement. Toi, où est-ce que tu es allé chercher tes ressources en tant que parent? J'ai pas, alors, je crois, j'ai vécu les choses vraiment avec mes tripes, Mm. avec mon ressenti. Ça a été vraiment avec mon ressenti où mes enfants, c'était voilà, c'était tout pour moi, c'était la priorité, c'était voilà, il n'y avait qu'eux. Et avec, pour mon mari aussi. Tous les deux, c'était que eux. Voilà, on a passé 20 ans, on ne s'est jamais fait un week-end ni une sortie à deux depuis 20 ans, mais parce qu'on voulait, on l'a pas mal vécu parce que finalement, on avait envie de tout donner à nos enfants et de leur apporter un maximum de chances de démarrer dans la vie. Et on s'est dit, après, on aura le temps d'avoir notre vie de couple, après, nous, à côté. Puis de voir nos enfants épanouis finalement et de vivre les choses tous ensemble parce qu'on est un peu des baroudeurs aussi. On aime bien voyager à l'étranger, tous les six, et de partager, de leur faire découvrir le monde, de leur faire voir d'autres cultures, d'autres façons de faire dans le monde aussi. Je trouve que voilà, on voulait leur apporter un maximum de richesse et d'ouverture d'esprit, hein. Nous, Mm. c'était le plus essentiel, le plus important pour nous, ouais, c'était d'avoir cette dynamique, finalement, le soutien de mon mari constamment et moi qui le soutenais aussi pour que les choses s'accordent finalement dans l'éducation des enfants. Mm. C'est vrai que tu as appelé ton entreprise Tendre Histoire et Ouais, l'histoire, donc c'est démarrer une page blanche, mais c'est oui, aussi finalement vivre des aventures, mais aussi des difficultés, oui, des obstacles, faire des erreurs, vivre les moments de vie, tout ce qui arrive dans une vie, quoi. oui. Donc c'est pas Et forcément. c'est pas un conte de fées, et c'est voilà. Pour ça, c'était vraiment Tendres histoires. C'était surtout moi, c'était vraiment sur le démarrage. Je me suis dit, je voulais que les parents puissent connaître ce que moi j'ai connu, cette sérénité que j'ai connue avec mes bébés, même s'il y avait la fatigue. Parfois, je revois des photos, je me dis, mon Dieu, les cernes que j'avais et tout. Alors que pourtant, je garde que des bons souvenirs. Mais alors que ma dernière était au sein toutes les heures pendant 1 an, elle a fait ça, jour et nuit, hein. Mais c'était, voilà, parce que c'était un bébé finalement, je pense qu'il y avait un gros reflux, qui restait sa position favorite, c'était que contre moi, c'est ce qui l'a soulagé tout le temps. Hmm. Mais voilà, mais j'ai fait les choses tellement instinctivement, je me suis laissée porter, guidée par mes enfants, que j'ai tout vécu bien avec eux. Et finalement, pour moi, après, c'était presque la période la plus dure. C'est pas l'état de bébé finalement, qui maintenant, je trouve que pour beaucoup de parents, c'est la période la plus compliquée, cet état de bébé. Hmm. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'ils profitent pleinement de ces premiers mois, les parents. Moi, je Hmm. trouvais que c'était plus après, quand on doit commencer à mettre des limites, à mettre des règles, voilà, où l'éducation commence à vraiment arriver. Et c'est là Hmm. pour moi, c'est ça qui m'a demandé plus d'efforts parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit non. J'ai beaucoup de mal avec le non. Je, Hmm. voilà. Donc, c'était trouver l'équilibre, comment amener ce non finalement en discutant. Et voilà, Paris, lui, tranche plus. Donc, finalement, c'était s'équilibrer tous les deux sur lui qui est beaucoup plus strict, moi beaucoup plus cool finalement, et trouver cet équilibre. Et les enfants, ben, finalement, s'y retrouvent très bien. C'est Hmm. ce qui fait, voilà, ils savent comment on fonctionne chacun. Et c'est pour ça que même malgré toutes les difficultés que les parents vont rencontrer, parce qu'ils vont rencontrer des difficultés, parce que c'est la Hmm. vie, c'est comme ça, ce soit quand même la plus belle des histoires, parce que malgré tout, je trouve que des enfants, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, et c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, et les voir heureux, les voir épanouis après, les voir devenir adultes comme ça.
voilà, les voir partir après de la maison, je trouve que c'est et bien dans leur peau, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, leur souhaiter à nos enfants, quoi. Donc, Mmh. voilà. Et justement, votre aîné qui va bientôt partir, peut-être en Oui, voyage avec oui, la pandémie, on ne sait pas. oui, lui, il veut partir à l'étranger, oui, il veut aller s'installer, découvrir la Thaïlande, il veut aller travailler là-bas, s'installer là-bas. Donc, bon, c'est un pays qu'on n'a pas fait encore, l'Asie, on a été très peu en Asie, hein, on ne connaît pas trop. Euh, et, euh, et c'est vraiment il va avoir un gros choc culturel, hein, parce qu'on a quand même fait beaucoup de pays qui finalement nous ressemblent quand même s'il y a des petits chocs culturels, mais pas des gros, ils n'ont pas eu de choc culturel à ce point-là, quoi. Donc là, il Mmh. va vraiment être confiné. Mais c'est son envie depuis toujours, c'est de prendre son sac à dos, sa tente, et puis d'aller découvrir. Et je trouve que c'est la meilleure chose qu'il puisse faire, hein, même s'il pourrait être destiné à faire de grandes études s'il voulait, parce que c'est un enfant qui est HPI, qui est au potentiel Mmh. intellectuel. Mais je trouve que finalement, la plus belle des richesses, la plus belle expérience qu'il aura, ce sera ça. Et si lui qui veut travailler dans le journalisme, je pense que rien de mieux que de voyager pour pouvoir après écrire des choses, parce qu'il écrit des livres déjà, et ça fait depuis plusieurs années qu'il écrit. On le laisse, on sait qu'il s'épanouira là-dedans, donc nous, on fait tout pour le soutenir et rendre réalisable son projet, hein. Donc on l'aide là-dedans aussi. Mmh. Donc, Pour même si nous, en tant l'accompagner. que parents, on voudrait qu'il ait d'abord un diplôme, qu'il ait, voilà, on souhaiterait Ouais. ça d'abord, mais finalement, on se dit que à tout moment, il peut faire une formation, il peut faire des choses, et la vie maintenant peut permettre plein d'opportunités. Mais on n'est plus dans des schémas où on fait un métier de suite qu'on fait pendant 40 ans. Maintenant, on veut leur donner aussi cette liberté à nos enfants de pouvoir voilà, choisir des métiers qui leur conviendront peut-être plus tard, et ils auront la possibilité de faire autre chose aussi. On est amené maintenant à changer de métier au cours de nos vies, parce que voilà, parce qu'on évolue, parce qu'on change, et leur apporter cette liberté de pouvoir choisir leur chemin de vie finalement. Mmh. Maintenant, Mmh. la pandémie a un peu freiné tout ça, mais Ouais. Ils trouveront, toujours un moyen de, ouais, de trouver leur chemin. Mmh. Ouais. aujourd'hui, c'est pas une Mmh. ligne droite, la vie. On prend plein de chemins, on prend des décisions qui nous amènent sur d'autres chemins, et c'est perpétuellement ça. Donc, Mmh. parfois, on ne prend pas forcément le bon chemin, mais c'est pas grave, hein. Du coup, on apprend de nos erreurs, et puis on prend un autre chemin. Et Mmh. c'est de toujours positiver, et de toujours, c'est notre façon de voir. Il faut positiver dans la vie, même quand il y a des épreuves difficiles, et c'est d'avancer, toujours Mmh. avancer. Et voilà, on ne peut que rebondir de toute façon. Il ne faut Mmh. pas rester sur un échec. Voilà, il y a d'autres solutions. On peut faire autre chose, autrement. On peut Mmh. arriver à ce qu'on veut par d'autres chemins. Mmh. Et voilà, donc c'est ce qu'on leur dit. Qu'est-ce que vous aimez, partager aujourd'hui encore à 6? Ben, les voyages, nos repas ensemble, où on Mmh. discute. C'est vraiment ce qui nous regroupe le plus, tous les six, c'est plus nos voyages, parce que chaque enfant maintenant commence à avoir quand même un petit peu sa vie, hein, entre les adolescents qui ont leurs amis. Voilà. Ces moments-là, certaines dates qui restent importantes, où on trouve l'occasion de se retrouver un petit peu sur des anniversaires. Mais pour nous, le plus important, c'est quand même les voyages en commun. Voilà, dès que les frontières vont être réouvertes, c'est à quelle destination on va faire, où est-ce qu'on va partir. Voilà. Est-ce que le grand va vouloir nous suivre encore ou pas? Parce que bon, parfois, ça lui arrive de vouloir nous suivre encore, mais on se retrouve plus souvent à 5 qu'à 6 maintenant. Mmh. Mais Mmh. ce qui est normal, bon, c'est une nouvelle dynamique de famille qui se met en place. Ils partagent aussi, ma fille maintenant partage un petit peu mon travail aussi, ma fille aînée, à 17 ans maintenant, ça m'arrive qu'elle prenne le relais sur certaines familles, donc elle découvre un petit peu ce que je fais. D'accord. Du coup, en faisant du babysitting, en allant garder voilà, des bébés. Après, quand moi j'ai fini d'intervenir dessus, sur ces familles-là, voilà, je leur propose, je leur dis, vous avez ma fille si vous voulez, si vous avez besoin. Et du coup, elle découvre cet univers-là aussi. Mmh. Voilà, ma petite dernière, bon, elle connaît, parce que j'ai pu la faire suivre dans certaines familles. Parfois, quand je pars sur des week-ends entiers, garder des enfants, ça m'arrive, les parents, ils me disent, mais emmène ta fille avec toi. Mmh. Donc, elle connaît, elle voit, elle m'aide à m'occuper des bébés. Voilà, au milieu de ses 6 ans. On leur a dit, là maintenant qu'ils vont partir de la maison, commencer à faire des choses, ils n'auront pas cette pression sur les Noëls, sur certaines choses qui les obligeraient à devoir nous regrouper. On leur dit, voilà,
une petite nouvelle de temps en temps, un petit mot. Tout va bien, je vais bien, je suis à tel endroit. Pour nous, c'est le plus important. Voilà. C'est qu'ils se libèrent l'esprit et maintenant, ils commencent à faire leur propre vie, chacun. Pas d'obligation de Pas regroupement, d'obligation. mais Non, dire tout va bien, on est heureux, voilà, ça va. voilà. C'est juste Mm. ça. On leur dit même pas besoin d'appeler, de passer des heures à appeler, parce qu'on sait que c'est des choses parfois que quand on grandit, qu'on a envie de se détacher des parents qui deviennent contraignantes, on n'a Mm. plus trop envie de faire ça et on leur dit voilà, juste un petit message de temps en temps, ça va, je vais bien, je suis dans tel pays ou dans telle ville. Ou... Voilà, Mm. pour nous, c'est le plus important. Mais c'est vrai que la dynamique à 6, elle est en train de voilà, d'éclater un petit peu maintenant. Ça y est, on arrive sur la fin. Mm. Oui, ça commence à prendre son envol, quoi. Oui, Mm. parce que ma grande va partir après, jeune fille au père aussi. Donc, voilà, la famille est en train de réduire à la maison, mais Mm. on trouve ça chouette aussi, on trouve ça bien. Ils arrivent Mm. à trouver leur voie et à partir, à prendre leur envol. On se dit, bon, ben, on a réussi. Génial, merci Laure pour ton témoignage. Trop chouette de partir de ton expérience d'auxiliaire Mm. puéricultrice et puis de retraverser ce que tu viens de créer avec Tendre Histoire, ce que tu fais Oui. auprès des nouveaux parents et Mm. puis ce que tu as écrit avec ta famille. Est-ce que vous continuez à écrire et que même Oui, si les oiseaux s'envolent, c'est ça. l'histoire Toujours ça marche. continue dans une autre forme. Merci Laure. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez nos liens sur votre réseau social préféré, Facebook, Instagram, Twitter ou encore Clubhouse. Et on se retrouve au prochain épisode. À très bientôt.